On se fait un call à Zap pour que tu me fasses un feedback? Ouais. Si t'as des frissons d'horreur en entendant cette phrase, sache que moi aussi. Ouais, pour une fois, je vais être un peu puriste. Vous allez voir, en vrai, pas tant que ça. Mais j'ai du mal avec certains aspects du franglais, on va dire. Mais mon cœur reste ouvert. Mon cœur reste ouvert. Vous le savez, pour moi et pour la plupart des linguistes, la langue c'est un truc qui évolue et c'est normal qu'elle change, que des mots apparaissent, que d'autres disparaissent. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet sur cette chaîne, sur les mots qui ont disparu du dictionnaire et de la langue. Alors les mots qu'on emprunte à l'anglais, c'est pas vraiment nouveau. Déjà au XVIIe siècle, les mots gentleman, groom, lord ou encore paquebot étaient déjà dans la langue française, alors que c'était des emprunts à l'anglais. Le mot pickpocket arrive dans la langue française au XVIIIe siècle. Et au XIXe siècle, on emprunte des mots comme baseball, beefsteak ou encore pickles. Et avant les emprunts à l'anglais, c'était d'autres langues. Bref, les emprunts, ça existe depuis toujours. Le latin a piqué plein de mots au grec aussi, hein. Alors, poète poète. Si vous me suivez, vous savez que mon rapport à la langue n'est pas du tout élitiste ou quoi. La langue ne m'appartient pas et elle n'appartient pas non plus aux élites. Elle est un matériau qui est à tout le monde et qu'on est parfaitement en droit de défigurer. Oui, le mot est fort. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est vrai que malgré mon ouverture d'esprit, quand j'entends Ouais, on se fait un call parce que là, faut vraiment qu'on brainstorm sur le process avant la deadline. j'ai envie de faire saigner quelques gencives. Certains diront Oui, bah ça c'est bien les Français, parce qu'ils savent pas parler anglais, donc si on a le malheur de savoir parler anglais, ils font les rageux. eh bien tu te trompes, parce que je parle couramment anglais. Et oui. Et comment ça se fait? Eh bien parce que je pratique mon anglais, et ce grâce à Cambly qui sponsorise cette vidéo. Cambly, c'est une plateforme qui te permet d'apprendre l'anglais ou de perfectionner ton anglais, ou même de ne pas perdre ton anglais. Moi, c'est pour ça que je l'utilise. Parce qu'on est submergé de contenu anglais sur les réseaux, donc on entend l'anglais, mais on n'est pas amené à le parler beaucoup. Sauf si ça fait partie de notre métier, bien sûr, mais c'est pas le cas de la majorité d'entre nous. Moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai pas trop l'occasion de parler anglais, quoi. Là, avec Cambly, t'as pas un algorithme ou une IA en face de toi, t'as pas non plus un prof français qui parle anglais, t'es en contact direct avec un tuteur natif ou une tutrice native, et donc t'apprends en étant en immersion, en quelque sorte. Et c'est toi qui choisis ton tuteur en fonction de son accent. Donc si tu veux améliorer ton accent ou ta compréhension orale, bah c'est top. T'indiques ton niveau, tes centres d'intérêt, et ensuite ta tutrice va te guider pour commencer une conversation. Parce que c'est tout l'intérêt. C'est pas des cours de grammaire, c'est vraiment de la conversation. Tu parles avec une vraie personne anglophone. Nous, on a parlé de bouffe, de séries Netflix et de course à pied. C'était trop chouette. Ma tutrice, elle est trop sympa. Elle met à l'aise et quand j'ai un blanc sur un mot, elle le trouve toujours pour moi et elle m'apprend aussi plein de nouvelles structures qui sont beaucoup plus idiomatiques. Tu peux tester un cours de 30 minutes pour 1 € seulement et tu peux bénéficier de 30% de réduction sur l'abonnement de 3 mois en cliquant sur le lien qui est dans la description. Je précise que l'offre est valable jusqu'au 13 juin. Vraiment, j'adore cette plateforme, donc merci Cambly pour cette offre et merci de sponsoriser cette vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram quels étaient les anglicismes qui vous agaçaient le plus. Alors, il y a une catégorie qui revient vraiment en masse, c'est tout le franglais qui vient du monde de l'entrepreneuriat, de la start-up, etc. Call, ASAP, meeting, scale, feedback, forward, corporate, team building, et je vous rejoins totalement. Mais ma question est-ce vraiment les anglicismes ici qui nous agacent, ou est-ce que c'est l'attitude de ces gens? Leurs intonations, leurs doudounes sans manches? Hein? J'ai dit quoi? Est-ce vraiment les anglicismes ici qui nous agacent, ou plutôt l'attitude de ces gens, leurs intonations, et simplement l'aspect hyper jargonnant de ce milieu en fait? Exemple, pour l'anglicisme feedback, on peut entendre le mot français retex, qui signifie retour sur expérience. C'est un mot français. Est-ce que c'est moins pénible de dire Tu me fais un rétex? J'en suis pas sûre. C'est surtout que oui, il se trouve que la plupart des mots de ce jargon sont en anglais. Et d'ailleurs, plusieurs d'entre vous m'ont dit, c'est pas tant les anglicismes qui m'agacent, mais c'est plutôt les gens qui les utilisent. On peut être agacé par ce milieu et par ce qui représente en fait dans notre société les valeurs de productivité et de capitalisme auxquelles ça nous renvoie tout simplement. Et je pense d'ailleurs que c'est peut-être plutôt l'accumulation de ces mots dans une même phrase qui peut être pénible. Exemple. Est-ce que tu penses que tu peux me faire un feedback pour jeudi? Ça serait hyper chouette, merci. Pas d'envie de faire saigner des gencives. Tu me fais le feedback sur le process avant la deadline, s'il te plaît? Envie de faire saigner des gencives. Parmi les autres anglicismes agaçants que vous m'avez mentionnés, il y avait se focuser, le jet lag, pour les grands voyageurs de ce monde. Toujours un peu, toujours un peu jet lagué quoi. Mais ouais. Tous ces mots qu'on entend beaucoup dans les tutos make-up, donc le mot make-up, la wig, le lipstick, ça c'est clairement l'influence des influenceuses beauté américaines. Anyway, by the way... Non, ça je peux pas. Mais ça existe plus trop ça, j'ai l'impression. C'était un peu le truc cliché qu'on disait il y a quelques années pour se moquer de ces personnes-là. Dans les faits, actuellement, j'entends plus personne dire
Anyway. J'ai déjà entendu ça genre il y a 6-7 ans, mais aujourd'hui j'ai l'impression que ça se fait plus trop. Vous étiez hyper nombreux à être outrés par le mot digital. Ça me choque pas tant que ça, mais apparemment vous tenez au mot numérique. Le mot safe aussi vous agace. Alors pour le mot safe, moi je le trouve assez utile. Je verrai pas tellement par quoi le remplacer en français. C'est pas seulement le fait de se sentir en sécurité, qui est très vaste, mais c'est lié vraiment à tout un milieu, notamment dire on va faire la soirée dans un lieu qui est safe pour les personnes LGBT, c'est-à-dire on sait que a priori, il n'y aura pas de personnes malveillantes et homophobes qui vont venir. C'est pas juste se sentir en sécurité parce qu'il y a un vigile à l'entrée, vous voyez la différence? Le mot banger également vous agace. Le verbe dealer. L'expression c'est smart pour dire que c'est malin. Il y a quelques années, on disait c'est smart pour dire c'est chic. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'entends de plus en plus dans le sens Ouais, c'est assez smart. Ce move qu'elle a fait était assez smart. pour dire qu'en fait c'était assez malin. Voilà, apparemment ça vous agace. Les gens qui ont des enfants et qui disent les kiddos. Je vais même pas faire de commentaires. Y en a qui m'ont dit week-end. Week-end. Ça va, vous forcez un peu. J'ai pas envie de faire soirée avec vous. Hein. Vous dites balle au pied pour football aussi? On va assumer que, mais je l'ai jamais entendu, mais je vous crois. Donc au lieu de dire on va supposer que, on va partir du principe que, des gens diraient on va assumer que. Ok, jamais entendu, mais ça m'étonne pas plus que ça. Je suis pas confortable, ou encore supporter, pour encourager une équipe par exemple, dire je supporte cette équipe. Là c'est vraiment le support en anglais qui a donné supporter, etc. Alors la question que je me suis posée, en me rendant compte que moi-même j'avais des réticences avec quelques anglicismes, c'était mais pourquoi ça nous énerve autant? Surtout moi qui ne suis pas une puriste, pourquoi? Est-ce que les emprunts à d'autres langues provoquent la même réaction en nous? La réponse est non. 10 fois non. Enfin, les emprunts à l'arabe en France, ça passe mal aussi. Mais ça, c'est pour une autre raison. Vive la France. Personne ne s'insurge par contre des locutions latines, a priori, a fortiori, ou des mots italiens ou japonais qui font irruption dans notre langue. Alors pourquoi est-ce qu'on est si sévère avec l'anglais? Eh bien parce que ça fait snob. Parce qu'en France, si on parle anglais, on se la pète. Faut le reconnaître, beaucoup de Français, quand ils entendent quelqu'un parler anglais avec un bon accent, direct ça va être « Ah ouais, pardon, l'accent, t'es trop américain, toi !» alors que j'essaye juste de m'appliquer et de pas prononcer avec les coudes. Donc qu'on le veuille ou non, il y a vraiment ce cliché qui a la vie rude et qui consiste à penser que l'anglais c'est un truc de gens qui se la pètent. Et de jeunes qui se la pètent. Ou de gens pas forcément jeunes, mais qui veulent paraître jeunes, paraître cool. D'ailleurs, on reproche souvent aux anglicismes de créer une fracture générationnelle, de creuser un fossé entre les vieux et les jeunes, et donc ça isolerait les personnes âgées qui ne pourraient plus comprendre en fait les discours dominants, les discours des plus jeunes en tout cas. Alors je suis complètement d'accord avec ça, c'est un fait, et c'est très malheureux. Mais c'est marrant comme on prend les choses au sérieux quand ce sont les personnes âgées qui sont mises de côté et quand ça concerne la langue, alors que la souffrance grandissante des jeunes dans ce pays semble n'intéresser personne, celle des personnes âgées dans les EHPAD non plus. Je m'égare, c'est pas le sujet. Fracture générationnelle, ok. Même si cette fracture existait avant que les anglicismes ne soient aussi nombreux. Les plus vieux ont toujours eu du mal à comprendre les dernières expressions à la mode. Je suis pas sûre que de dire « t'as d'être ça » soit plus difficile à comprendre que « fais croquer poteau ». Pourtant, dans « fais croquer poteau », tout est français. Donc honnêtement, je comprends cet argument et je trouve qu'il pourrait être vraiment intéressant parce que cette idée de fracture générationnelle, en effet, pas terrible, mais là en l'occurrence je le trouve un peu malhonnête. Disons que ce n'est pas l'anglais qui pour moi est à l'origine de cette fracture. Peut-être qu'elle vient l'amplifier, peut-être. Mais quand on voit les expressions utilisées par les adolescents aujourd'hui, il y en a plein qui sont françaises et qui ne sont pas plus compréhensibles. Et puis alors excusez-moi, mais quand on voit les tentatives de francisation qui sont proposées, bon, je suis pas sûre que ça aide beaucoup les personnes âgées. Parce que divulgacher plutôt que spoiler, courriel plutôt que mail, m'explication plutôt que mansplaining, ou encore les, tenez-vous bien, les acolytes des illustres plutôt que followers, oui, l'Académie française a proposé ça. Dites acolyte des illustres à ma grand-mère pour voir. Fracture générationnelle, bouh, pas bien. Mais par contre, fracture sociale, pas de problème. Hein, parce que pardonnez-moi, mais acolyte des illustres, c'est tellement pète-cul que là, l'accusation de snobisme tombe à l'eau. On peut pas dire que les anglicismes, c'est snob et proposer acolyte des illustres. Et puis c'est ridicule en fait de traduire le mot follower qui désigne une réalité simple, triviale, par un mot qui a un niveau de langue aussi soutenu. Enfin, c'est un non-sens. C'est pas du tout adapté. Le mot abonné, déjà, oui, c'est beaucoup mieux. Jacques Toubon, ministre de la Culture dans les années 90, avait proposé vacancelle pour week-end. Je suis enfin en vacancelle, pourquoi pas? C'est ridicule, mais pourquoi pas? Ce que je trouve ridicule, en fait, c'est le fait de vouloir
coûte que coûte, franciser tous les anglicismes. Même ceux qui sont totalement intégrés dans la langue, et ce depuis très longtemps. Le football, le week-end, le t-shirt, le sandwich, c'est bon, on passe à la suite. Surtout qu'un certain nombre d'anglicismes, si on les traduit, ça n'a pas le même sens. La fin de semaine et le week-end, c'est deux choses différentes. Le week-end, c'est vraiment samedi, dimanche, mais si je dis la fin de semaine, un locuteur français comprendra plutôt jeudi, vendredi, samedi. Un truc comme ça. Liker, c'est pas pareil qu'aimer. Si je dis que j'ai aimé son post, ça veut dire que je l'ai apprécié. Liker, ça veut dire que j'ai cliqué sur le petit cœur. Ça n'a pas le même sens. De la même façon que le fameux call, qui nous énerve tous à l'unanimité, je pense que même les gens qui l'utilisent sont agacés par ce mot, c'est pas la même chose qu'un appel. C'est un appel professionnel. Alors je dis pas qu'on peut pas trouver d'autres mots, mais le truc c'est que cette façon de penser ne semble pas comprendre comment fonctionne une langue. Dire on peut trouver autre chose, c'est ignorer qu'on ne décide pas des chemins que prend notre langue. Elle fait sa vie, la langue. Si un mot ou une expression émerge, c'est un fait. C'est comme ça. Alors oui, tu peux trouver autre chose, mais si personne ne l'utilise, on se souviendra pas de ce mot que tu nous proposes. Mais t'as parfaitement le droit d'utiliser tes propres substituts, tout comme les gens qui utilisent ces anglicismes ont le droit de le faire. Même si parfois ça nous défrise. Ça me tue cette expression, défrise. D'où ça vient? Pourquoi défrise? Ça défrise quoi? Je suis pas sûre de vouloir savoir en fait. Alors enfin, il y a un autre argument qu'utilisent les personnes qui sont contre les anglicismes, c'est le fait qu'un certain nombre d'anglicismes n'ont pas de sens en anglais, ou désignent autre chose. Le footing, ça n'existe pas en anglais, hein. Le relooking et le brushing qu'on utilise en français ne se disent pas comme ça en anglais. Un relooking, on parlera plutôt d'un makeover, et un brushing, on parlera d'un blow dry. Pareil pour le parking, qui n'existe pas en anglais, ou encore la basket, puisque basket en anglais, c'est autre chose, c'est un panier. Oui, c'est vrai, ces mots n'ont pas le même sens, voire n'existent pas en anglais, et alors? Ce sont des déformations là de notre part. Souvent, on ajoute juste ing sans trop se poser de questions. Ça permet en fait à ces faux anglicismes d'être plus compréhensibles. Relooking, ça se comprend assez immédiatement, même pour quelqu'un qui ne parle pas anglais, parce qu'on a admis depuis longtemps le mot look. T'as un super look, waouh, génial le look. Donc, on comprend assez vite de quoi il va être question, plus qu'avec makeover, clairement. Même chose pour brushing, qui va être plus immédiat à la compréhension d'une personne française que le blow dry. Enfin, je tiens à terminer sur un peu d'histoire parce que c'est essentiel pour relativiser sur tout ça. Gardons en tête que si une langue en envahit une autre, eh bien c'est plutôt le français qui a envahi l'anglais. Alors aujourd'hui, les études ne sont pas d'accord sur le chiffre exact, mais toutes sont unanimes pour dire que la part de mots issus du français est très grande dans la langue anglaise. Selon les sources, selon les études, entre 30 et 60% du lexique anglais viendrait du français. C'est énorme. Et oui, en 1066, quand l'Angleterre est envahie par Guillaume le Conquérant, le Normand là, on parlait français à la cour. C'est devenu la langue de l'administration, du gouvernement, et puis ça a énormément bouleversé la langue anglaise. Et donc aujourd'hui, l'anglais regorge de mots français comme prince, duke, dialogue, prison, silence, ou encore les mots qui viennent d'un français mal prononcé, comme par exemple petticoat, qui vient de petite côte, ou encore blanket, la couverture. La blanquette désignait à l'époque une couverture blanche en ancien français, et il y en a plein d'autres. Il y a d'ailleurs un bouquin, je crois, qui s'appelle L'anglais n'existe pas, c'est du français mal prononcé, un truc comme ça. Il y a aussi ces anglicismes qu'on déplore, alors qu'ils viennent en réalité du français. Un challenge, spoiler, le bacon, un toast, le budget, qui vient de bougette en ancien français, qui désignait une petite bourse, un petit sac dans lequel on mettait de l'argent. Donc attention à ne pas nous insurger et à ne pas faire les puristes alors qu'on n'y connaît rien. Se révolter contre le vilain anglicisme spoiler de cet anglais qui envahit la langue française alors que c'est un mot français au départ. On se sent un peu con quoi. Et d'ailleurs c'est un truc que je remarque souvent, les personnes les plus révoltées ne sont pas les personnes les plus expertes. Les personnes expertes, les linguistes, vous les écoutez parler, ils savent bien qu'il n'y a pas de raison de s'insurger en réalité. Et d'ailleurs, si les articles au titre accrocheur du type « Le déclin du français »,« L'anglais envahit la langue française, que va devenir notre langue ?» tous ces titres alarmistes-là sont bien ridicules quand on sait que les anglicismes ne sont pas si présents en français. Ces gens qui les utilisent à outrance, dans le monde de l'entrepreneuriat, ne sont pas une majorité. C'est un milieu assez niche.
Regardez autour de vous, vous en connaissez beaucoup des gens qui parlent comme ça? Allez, peut-être 3 ou 4 maximum, mais c'est loin d'être majoritaire, donc c'est loin d'être une menace. C'est vraiment dans des milieux particuliers et minoritaires. C'est pas représentatif de la réalité de ce qui se passe, de ce qui se parle véritablement en France aujourd'hui. Même si c'est vrai que les anglicismes sont plus nombreux que ce qu'ils étaient, bien sûr. Gardons-nous de tomber dans le piège de ces discours ultra-conservateurs qui font preuve de ce qu'on appelle une xénophobie linguistique, avec cette peur de l'envahisseur qui va venir nous remplacer. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est le même discours que celui qui consiste à dire « on n'est plus chez nous, le grand remplacement ». Mais quand on se coupe des médias et des débats de comptoir ou de fin de repas de famille, qu'on observe et qu'on écoute la vraie vie, et ben on se rend compte que c'est une psychose collective qui n'est pas représentative de la réalité linguistique aujourd'hui en France. Et même si c'était le cas, est-ce que ce serait si grave? Je vous rappelle qu'on parlait latin au départ. Vous vous insurgez qu'on ait perdu ça? Le français moderne, c'est un métissage de plein d'influences, et ça va continuer comme ça. Et si après cette vidéo, vous n'êtes toujours pas convaincu et que vous continuez à haïr viscéralement les anglicismes, eh bien, rassurez-vous, parce qu'il y en a plein qui vont disparaître. On en gardera certains qui vont entrer dans la langue, parce qu'ils désignent une réalité qu'on a besoin de nommer, mais tous les autres, plus superflus, vont tomber en désuétude, comme plein d'autres avant eux. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura appris des trucs, t'aura fait réfléchir, voire peut-être reconsidérer ton jugement sur le franglais. Moi aussi, il faut que j'apaise mon cœur envers les entrepreneurs. Voilà, remise en question ici aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, laissez-moi un petit commentaire, c'est hyper important pour ma visibilité. Ça serait un coup de pouce non négligeable. Et abonnez-vous. Bisous!